Lorsque les plus jeunes citoyens sont impliqués dans des incidents, cela suscite toujours une inquiétude particulière dans la société. Il faut agir le plus rapidement possible, surtout lorsqu'une personne est tombée entre les mains de malfaiteurs. Sharon Parker a passé son enfance en Floride, aux États-Unis. Elle a grandi dans une grande famille aimante avec 2 frères et une sœur. Dès son plus jeune âge, Sharon se distinguait par son énergie et son caractère vif. En 1976, il y eut des changements importants dans la vie de Sharon. Elle se préparait à devenir mère et épousa son bien-aimé de longue date. Les jeunes gens se connaissèrent depuis l'école. Leur relation était empreinte de chaleur et éprouvée par les années. Après le mariage, le couple décida de commencer un nouveau chapitre de leur vie et déménagea en Alabama, plus près du lieu de travail du mari. C'est là que Heather est entrée dans la vie de la jeune Sharon. Malgré son manque d'expérience, elle brûlait d'envie de devenir une merveilleuse mère. Malheureusement, son mari voyait la situation différemment. Après l'arrivée de Heather, leur vie de famille commença à s'effriter. L'homme n'était pas prêt pour les changements. Il était blessé que sa femme passe plus de temps avec Heather qu'avec lui. Finalement, le couple décida de se séparer. Après 3 ans de mariage, Sharon déménagea avec sa fille en Floride, plus près de sa famille. Elle s'installa dans la pittoresque Fort Myers et décida de se concentrer sur l'éducation et sa carrière. L'ex-mari participait peu à la vie de Heather, mais Sharon s'efforçait de combler ce vide. Elle trouva d'abord un poste d'assistante comptable à l'hôpital local. Avec le temps, elle réalisa qu'il était difficile de s'en sortir seule et songea à chercher un compagnon qui pourrait être un véritable père pour Heather. En 1983, elle rencontra Gary Parker par l'intermédiaire de sa mère. Il travaillait dans la construction, gagnait bien sa vie, étudiait l'ingénierie et donnait l'impression d'être un homme prometteur et respectable. Plus tard, Sharon se souvint de cette rencontre comme d'un moment où le courant passa immédiatement entre eux. Dès leur première rencontre, elle sentit qu'elle voulait passer sa vie avec cet homme. Leur relation évolua rapidement et après quelques mois, ils se marièrent. 1 an plus tard, Sharon eut des jumeaux, Jacob et Joshua. Heather, qui était devenue plus indépendante, aidait volontiers à s'occuper de ses frères. Elle remplissait fièrement ses devoirs de grande sœur et pouvait remplacer sa mère quand celle-ci était absente. La famille Parker vivait en parfaite harmonie. Gary s'avéra être une personne merveilleuse qui accueillit chaleureusement Sharon et sa fille. Après la naissance des jumeaux, leur lien devint encore plus fort. Il semblait qu'une longue vie heureuse les attendait, remplie de la joie des futurs petits-enfants. Sharon était une excellente mère et une femme énergique qui créait à la maison une atmosphère particulière de chaleur et de confort. Elle s'occupait du foyer pendant que son mari subvenait aux besoins de la famille. Bien qu'il n'ait pas prévu d'autres enfants, à l'automne 1989, Sharon annonça à son mari l'heureuse nouvelle d'un agrandissement de la famille. Toute la famille attendait impatiemment l'arrivée du bébé. Le 19 mars 1990, Julie rejoignit la famille. Sharon ne pouvait contenir sa joie et Gary partageait l'enthousiasme de sa femme. Dans 10 jours, il prévoyait une grande fête pour la famille et les amis. Une banderole festive annonçant l'arrivée de leur fille ornait déjà la maison. La fête était prévue pour la soirée du 29 mars. La matinée commença comme d'habitude. Les parents conduisirent les enfants à l'école. Gary partit au travail et Sharon resta à la maison avec Julie pour finaliser les préparatifs de la soirée. Les jumeaux, impatients de faire la fête, se précipitèrent à la maison après les cours. En approchant de la maison, les garçons remarquèrent quelque chose d'inhabituel. Les fenêtres étaient sombres. Quand ils entrèrent, un silence inhabituel les accueillit. Cela les inquiéta particulièrement car Sharon avait l'habitude immuable d'accueillir ses enfants et son mari. Par conséquent,
l'absence de leur mère suscita immédiatement l'inquiétude des garçons. Au début, ils pensèrent que leur mère était simplement malade et l'appelèrent, mais ne reçurent aucune réponse. En fouillant la maison, l'un des frères remarqua Sharon dans la pièce sombre. Elle était assise immobile dans le fauteuil. Il l'appela, mais elle ne répondit pas. Les écoliers s'approchèrent, et lorsque l'un d'eux la toucha, elle s'inclina sur le côté. Les garçons virent des traces d'un incident sur le côté droit de son visage. Effrayés, ils appelèrent Julie, mais ne reçurent aucune réponse. Ne pouvant pas trouver Julie dans la maison et ne voulant pas rester à l'intérieur, ils coururent sur la véranda et réfléchirent à ce qu'ils devaient faire. À ce moment-là, Heather rentrait des cours. En descendant du bus, elle sentit immédiatement que quelque chose n'allait pas lorsqu'elle vit les jumeaux en pleurs sur la véranda. Ils lui racontèrent l'incident avec leur mère. En entrant, la jeune femme comprit la gravité de la situation. Sharon était assise immobile dans le fauteuil. Heather essaya aussi de trouver Julie, mais sans succès. La sœur aînée était désemparée. Elle essaya d'appeler les secours, mais le téléphone ne fonctionnait pas. Elle laissa les frères sur la véranda avec l'instruction de ne pas partir et courut chez les voisins pour téléphoner. La voisine lui permit avec méfiance d'appeler à l'aide. Bientôt, plusieurs voitures d'intervention apparurent devant la maison des Parker, et les forces de l'ordre commencèrent leur travail. Après avoir appelé la police, Heather contacta son beau-père. Il se fit immédiatement libérer de son travail et se précipita à la maison. Les enquêteurs remarquèrent un détail important. Les serrures et les fenêtres étaient intactes. Cela signifiait que le visiteur connaissait soit Sharon et qu'elle l'avait laissée entrer elle-même, soit qu'il avait réussi à se procurer une clé. Ce qui était particulièrement troublant, c'était la façon dont les jumeaux avaient la trouvé Sharon. Elle était assise dans le fauteuil, les jambes croisées, les mains posées calmement sur ses genoux, comme si elle conversait avec quelqu'un. Cette image semblait inhabituelle, comme si quelqu'un l'avait délibérément arrangée ainsi. Aucune trace de résistance ne fut trouvée. La disparition de Julie, qui n'était née que 10 jours auparavant, était très préoccupante. Les experts examinèrent soigneusement chaque recoin de la maison à la recherche d'indices. Le temps était un facteur critique. Les médias diffusèrent l'information sur la disparition, mais à part une photo de Julie, il n'y avait rien à montrer. Quand Gary revint, il aida à déterminer ce qui manquait dans la maison. Étrangement, la banderole de fête avait disparu de la façade. À part la banderole et Julie, rien ne manquait. Même le portefeuille de Sharon était resté intact. Cela indiquait que l'incident n'était pas lié à un vol. La famille vivait paisiblement, n'avait pas d'ennemis ni de problèmes avec la loi, pas de dettes, ni d'autres difficultés. La nouvelle frappa particulièrement durement les jumeaux. Ils crurent jusqu'au bout que leur mère était simplement malade et reviendrait bientôt. Les familles de Sharon et Gary s'unirent pour se soutenir mutuellement. La police interrogea les voisins. La femme dont Heather avait utilisé le téléphone raconta un détail intéressant. Peu avant le retour des jumeaux, elle avait remarqué une camionnette rouge inconnue devant le garage. La voiture semblait usée et n'appartenait manifestement pas à la famille. Elle n'avait pas pu voir la plaque d'immatriculation. Une femme descendit de la camionnette avec un sac de courses et entra tranquillement dans la maison. Le témoin ne put décrire son apparence. L'inconnu portait un foulard et des lunettes noires. Le portrait robot établi n'était pas très révélateur, mais c'était la seule piste. À cette époque, il n'y avait pas encore de caméras de surveillance dans les rues et les maisons, ce qui compliquait considérablement le travail des enquêteurs. Ils purent établir une description approximative de la suspecte. Une femme blanche aux cheveux foncés qui fut immédiatement transmise à la presse. L'image de l'incident devenait de plus en plus inquiétante. Les enquêteurs soupçonnaient que Lindsay était la cible principale. Seul fait étrange,
l'inconnu avait aussi emporté la banderole de fête. Pour clarifier les détails, tous les membres de la famille durent être interrogés. De plus, la femme n'aurait pas pu être la seule impliquée. C'est pourquoi les enquêteurs continuèrent également à examiner le mari de la victime. Car il n'y a toute implication, et il n'y avait aucun indice. Il n'avait ni motif, ni opportunité, car il était au travail à ce moment-là. En outre, il soutenait activement l'enquête et son comportement n'éveillait aucun soupçon. Les enquêteurs découvrirent un détail intéressant. Gary avait une collègue inhabituelle nommée Stéphanie. Ils travaillaient souvent ensemble et partaient même en voyage d'affaires. Gary raconta que Stéphanie avait commencé à manifester un intérêt particulier pour les membres de sa famille, en particulier pour sa femme, peu avant l'arrivée du nouveau-né. Selon les souvenirs de Gary, sa collègue avait fait une visite amicale peu après que sa femme soit rentrée de l'hôpital. Ce jour-là, la fille aînée, Heather, exprima des inquiétudes concernant la visite de Stéphanie. La jeune femme remarqua que la visiteuse éveillait sa méfiance et semblait suspecte. Les adultes ignorèrent ces remarques. Cependant, la police montra un intérêt particulier pour cette information. Ils s'intéressèrent à la théorie selon laquelle la collègue aurait pu agir par jalousie. En effet, Gary et Stéphanie passaient beaucoup de temps ensemble au travail. Toutefois, l'homme affirma que leur relation était strictement professionnelle. Une attention particulière fut portée au fait que la voisine avait précisément remarqué une femme entrant dans la maison des Parker avant l'incident. Les enquêteurs décidèrent donc de vérifier cette piste en profondeur. L'employée fut interrogée au poste de police. Elle se montra sûre d'elle et nia toute implication. Stéphanie avait une confirmation fiable de son alibi. À l'heure indiquée, elle était au bureau avec Gary. Le mari fournit aux forces de l'ordre une description détaillée de sa journée. Selon ses déclarations, il était au travail jusqu'à l'appel de Heather, après quoi il quitta précipitamment le bureau. Les connaissances du couple notèrent qu'il régnait une harmonie dans la famille, et Gary lui-même décrivit sa relation avec Sharon comme très chaleureuse. Lors de la conversation avec les enquêteurs, Gary mentionna qu'il possédait une arme pour l'autodéfense. Après vérification, il s'avéra que son pistolet de calibre 22 n'avait rien à voir avec l'incident. L'enquête révéla qu'une arme de calibre 25 avait été utilisée dans cette affaire. Bien que Gary n'éveilla aucune inquiétude, la vérification de ses déclarations et l'enquête durèrent environ 3 heures. Finalement, les enquêteurs se convainquirent de l'innocence du veuf. À ce moment-là, le rapport des experts était disponible, indiquant que l'incident s'était produit à bout portant, pratiquement à distance immédiate. Aucune autre blessure ne fut constatée. Aucune trace de personnes étrangères ne fut trouvée sous les ongles non plus. Pendant ce temps, le portrait robot de l'auteur présumé, établi d'après la description de la voisine, apparut dans les médias, les journaux et sur les bulletins d'information. La police reçut environ 100 de signalements de citoyens. Presque tous se révélèrent inadéquats, sauf un. Une femme nommée Peggy Manson se présenta au commissariat. Elle déclara avec assurance avoir reconnu la personne du portrait robot. Selon ses dires, elle travaillait comme serveuse dans un restaurant. Là-bas, elle avait un collègue nommé Craig Kirk, qui était marié à une femme nommée Beth. Peggy se souvint que la veille de l'incident, le 28 mars, Craig avait joyeusement partagé avec elle la nouvelle de la grossesse de sa femme et dit que l'accouchement pouvait avoir lieu à tout moment. Il prévoyait une fête, mais ne pouvait pas donner de date précise. Fait remarquable, le lendemain des événements chez les Parker, le couple avait soudainement un bébé. Les événements auraient trop pu sembler être une coïncidence. N'eût été les nombreux détails étranges, Peggy remarqua immédiatement les circonstances inhabituelles. Seulement 1 semaine avant l'arrivée prévue du bébé, elle avait vu le couple au restaurant.
L'apparence de Beth éveillait des doutes. Son ventre semblait artificiel et le délai de grossesse dépassait déjà 43 semaines. Lorsque Peggy partagea ses observations avec Craig, celui-ci balaya ses remarques d'un revers de main. Il dit que chez certaines femmes, la période d'attente se déroulait de manière inhabituelle, mais ses explications semblaient peu convaincantes. Une autre coïncidence étrange était que le couple organisa une fête directement après l'incident avec Sharon. Peggy reçut une invitation et vint à la fête. Elle fut particulièrement étonnée de la rapidité avec laquelle la jeune mère était rentrée chez elle. Beth se mouvait trop facilement pour quelqu'un qui venait de vivre un tel événement important. Peggy, elle-même mère de 3 enfants, doutait de la véracité de l'histoire selon laquelle le bébé serait né seulement la veille. Lorsqu'elle vit le portrait robot aux informations et apprit l'affaire de Sharon, la femme commença à soupçonner une possible implication de Beth ou de son mari dans l'incident. Les enquêteurs s'intéressèrent à cette information et décidèrent d'examiner Beth plus en détail. Jusqu'à ce moment, Beth n'avait pas attiré l'attention des forces de l'ordre. Elle était née le 7 novembre 1958 en Floride. De son premier mariage, elle eut 2 fils. Cependant, son mari manifestait un comportement agressif et elle dut mettre fin à cette relation. Après le divorce, elle obtint le droit d'élever seule les enfants. Mais le destin continua à la mettre à l'épreuve. En 1981, en raison de la situation financière difficile, les services de protection de l'enfance décidèrent de retirer les garçons et de les placer en famille d'accueil, estimant que la mère ne pouvait pas leur offrir des conditions de vie adéquates. 1 an après ces événements, Craig Kirk entra dans sa vie. Ils se marièrent trop bientôt, mais ce mariage ne lui apporta pas non plus le bien-être tant désiré. Les connaissances se souviennent que la famille luttait constamment contre la pauvreté. Craig passait beaucoup de temps à travailler au restaurant. Beth essayait aussi de gagner de l'argent, mais le manque d'éducation limitait fortement ses possibilités. Malgré tous leurs efforts, la famille continuait à souffrir de difficultés financières. Beth avait un désir ardent, devenir mère. Elle aimait beaucoup Craig et voulait fonder une famille complète avec lui. Malgré tous leurs efforts, le couple ne put cependant pas réaliser ce rêve pendant longtemps. Les époux s'adressèrent à un centre médical, mais même les spécialistes furent impuissants. Pour combler ce vide dans sa vie, Beth travaillait souvent avec des enfants. Elle était chef scout et animait des fêtes en costume de clown. À cette époque apparut une petite tache sombre dans sa biographie. Elle falsifia un chèque. L'incident fut cependant rapidement résolu. Beth paya le montant requis et évita des problèmes juridiques. La vie des Kirk semblait se stabiliser et ils acceptèrent presque de ne pas pouvoir avoir leurs propres enfants. Mais la tension montait. Beth craignait que son mari ne parte avec une autre femme qui pourrait lui donner des héritiers. Fin 1989, Beth annonça soudainement à son mari et à ses amis l'heureuse nouvelle. Elle attendait un bébé. Tous se réjouirent sincèrement pour le couple. Les gens autour d'eux remarquèrent comment sa silhouette changeait. Le soir du 29 mars 1990, Beth rentra à la maison avec la petite Laura. Seule fait inhabituelle, elle fut libérée si rapidement après l'accouchement. Néanmoins, la famille profitait de cette nouvelle étape de leur vie. Plus tard, les enquêteurs se rendirent au restaurant où Craig était censé travailler, mais apprirent qu'il était en congé. Après avoir obtenu l'adresse personnelle du couple, les enquêteurs décidèrent de rendre visite aux époux. Lorsque la porte s'ouvrit, les policiers se trouvèrent face à un Craig complètement ivre. Il tenait à peine debout et comprenait difficilement la situation. La maison était en désordre total. De tout ce qu'il disait, on ne pouvait comprendre que son propre nom, celui de sa femme Beth et la nouvelle de l'arrivée récente dans la famille. Il essaya d'expliquer son état par la joie de cet événement. Beth et Laura étaient aussi dans la maison.
La femme raconta qu'elle venait de devenir mère et qu'elle était revenue du centre médical il y a quelques jours. Selon ses dires, il l'avait laissée rentrer rapidement car il n'y avait pas eu de problème. Cependant, pour une raison quelconque, elle ne pouvait se souvenir ni de l'adresse ni du nom de l'hôpital. Plus tard, Beth mentionna un établissement médical sur Michigan Avenue, mais lorsque les enquêteurs vérifièrent cette information, il s'avéra qu'aucune future mère n'y était admise. De plus, elle ne put présenter aucun certificat de naissance et se justifia par le désordre dans la maison et la prétendue perte des papiers. Les experts et les représentants des autorités remarquèrent que l'apparence ne ressemblait ni à Beth ni à Craig. Cependant, faute de preuves tangibles, ils quittèrent simplement la maison sans prendre de mesures. La situation exigeait une prudence et un tact particulier. Un véhicule discret avec 2 enquêteurs s'arrêta près de la maison de Beth pour observer la situation. Presque immédiatement après le départ des représentants des autorités, Beth commença à montrer des signes évidents d'inquiétude. Elle se mit à déplacer précipitamment des objets dans la maison et à charger de grandes boîtes dans la voiture. Les observateurs remarquèrent le même pick-up rouge délavé dont la voisine de Sharon avait parlé. La voiture correspondait exactement à la description du véhicule que la femme avait remarqué près du garage le 29 mars. Après avoir fait ses bagages, Beth monta dans le véhicule et partit. Les enquêteurs gardèrent leur distance. Après un certain temps de route, ils décidèrent de l'arrêter pour un contrôle. À l'intérieur du véhicule se trouvaient de nombreuses boîtes contenant des objets. Une attention particulière fut portée à une banderole qui avait disparu de la scène du crime, ce qui indiquait définitivement l'implication de Beth dans les événements. Ils retournèrent immédiatement à la maison de Beth, où Laura se trouvait sous la surveillance de Craig, fortement alcoolisé. Compte tenu de la situation précaire, Laura fut confiée au service de protection de l'enfance. Après un examen, les médecins confirmèrent que Laura allait bien. Craig fut emmené pour un entretien avec les enquêteurs. Lors de l'interrogatoire, il avoua ouvertement qu'il doutait de la grossesse de sa femme, du moins qu'il en soit le père. L'homme ne savait manifestement rien de l'incident avec Sharon. Selon ses dires, Beth ne pouvait pas être enceinte de lui car leur relation s'était refroidie depuis longtemps. Il envisageait d'autres relations de sa femme, mais acceptait la situation et ne s'opposait pas à l'arrivée de l'enfant. Craig mentionna également son pistolet de calibre 25. L'arme fut envoyée pour examen, soupçonnant un lien avec l'incident impliquant Sharon. Cependant, l'examen ne confirma pas cette version. Toutefois, l'homme partagea une information importante. Beth possédait exactement le même pistolet. Il ne fut pas retrouvé, probablement délibérément caché. Après un long interrogatoire, les enquêteurs furent convaincus de l'innocence de l'homme. Apparemment, il croyait vraiment que sa femme était enceinte de quelqu'un d'autre, mais par indifférence à la situation, il n'approfondissait pas les détails. Les examens médicaux confirmèrent que Laura était en fait Sharon Julie, la disparue. Il était maintenant temps d'interroger Beth. Les enquêteurs commencèrent par interroger la femme au sujet de Sharon Parker. Elle confirma qu'elle la connaissait. Elle avait vu des reportages à la télévision. Bientôt, Beth partagea son histoire avec la police. Selon ses dires, elle avait rencontré la famille dans un centre commercial où elle travaillait comme clown et divertissait les enfants. Beth remarqua Sharon, qui était très enceinte, et engagea la conversation. La détenue raconta qu'elle avait perdu son enfant à naître peu avant la rencontre. Beth souffrait beaucoup de ce qui s'était passé, et Sharon sympathisa avec son histoire. Au cours de la conversation, Beth mentionna une nouvelle grossesse et son besoin de soutien. Les enquêteurs découvrirent que Betty Kirk attendait effectivement un enfant au début de 1989, mais la grossesse s'était terminée prématurément. Cet événement avait probablement eu un fort impact sur sa psyché. La relation avec son mari était tendue. Elle essayait désespérément de maintenir la famille unie et désirait ardemment un enfant. Une
relation chaleureuse et amicale se développa entre Beth et Sharon, et avant de se séparer, elles échangèrent leurs numéros de téléphone. Plus tard, Beth apprit un heureux événement dans la vie de sa nouvelle amie, l'arrivée d'un nouveau-né. À cette époque, les journaux publiaient non seulement des nouvelles tristes, mais aussi des annonces sur les nouveau-nés, y compris les coordonnées des parents pour les félicitations. Grâce à cette information, Beth trouva facilement l'adresse de la famille Parker. Selon le témoignage de Beth, elle décida de rendre visite à sa connaissance pour la féliciter de l'agrandissement de la famille. Sharon reconnut la visiteuse et l'accueillit chaleureusement. Elle lui donna de l'argent et lui demanda de faire des courses au magasin. C'est pourquoi la voisine remarqua Beth avec des sacs devant la maison. Lorsque Beth revint et remit les courses, l'imprévu se produisit. L'arme qu'elle portait dans son sac pour sa protection se déclencha de manière inattendue. Par un enchaînement fatal de circonstances, cela eut des conséquences tragiques pour Sharon. Beth affirma avoir été tellement bouleversée par l'incident qu'elle quitta simplement les lieux. Elle ne pouvait pas laisser l'enfant s'inquiétant pour son avenir et décida donc de le prendre avec elle. Beth affirma sincèrement que tout s'était passé accidentellement et insista sur son innocence. Cependant, son histoire ne correspondait pas aux preuves trouvées et à l'analyse de la situation. Beth refusa alors de poursuivre les conversations avec les enquêteurs et demanda une assistance juridique. Lors de la perquisition de la maison de la détenue, une collection de coupures de journaux concernant des jeunes personnes fut découverte. Cela indiquait son intérêt particulier pour eux. Il devint clair qu'elle avait mûri ses plans pendant longtemps. L'enquête révéla que Beth avait même rencontré personnellement certaines familles en se faisant passer pour une médecin. Son comportement étrange lors de ses visites inquiétait les gens. La fraudeuse était généralement vite démasquée et mise à la porte. Mais dans le cas de Sharon, elle prit pour la première fois une arme dangereuse, ce qui devint le point de basculement. En 1991, les procès commencèrent. Le procureur porta des accusations graves contre Beth, y compris la rétention illégale de l'enfant. Cependant, la femme persista dans son innocence et affirma que tout était arrivé par accident, essayant même de présenter ses actions avec l'enfant comme une bonne action. Ni le juge ni les jurés ne crurent à sa version peu crédible. Il ne leur fallut qu'une demi-heure pour rendre leur verdict. Beth reçut une peine d'emprisonnement à perpétuité avec possibilité de libération conditionnelle en 2062, quand elle aura 103 ans. Il est peu probable qu'elle soit jamais libérée. L'enfant fut rendu à son père et grandit dans une famille attentionnée avec ses frères et sa sœur. Harry fit tout son possible pour donner aux enfants une éducation digne, une instruction et des soins parentaux. Parfois, la solitude pousse les femmes à prendre des décisions irréfléchies et elles commencent à communiquer avec des personnes qui peuvent apporter le malheur dans leur vie. Quand une atmosphère tendue règne à la maison, cela laisse des traces profondes dans les âmes de tous les membres de la famille, particulièrement chez les enfants. Malheureusement, parfois la situation devient si compliquée qu'elle mène à des conséquences irréversibles. Un matin d'octobre 1995, tout a commencé par un appel inquiétant au numéro d'urgence 911. Au téléphone se trouvait Jennifer Wertz, âgée de 14 ans. Sa voix tremblait, les mots se bousculaient. Jennifer, agitée, informa la centrale qu'elle avait quelque chose de rouge sur ses mains qui indiquait un incident avec sa mère. Jennifer ajouta en chuchotant qu'une personne dangereuse se trouvait dans la maison et qu'elle avait peur. L'opératrice envoya immédiatement des forces d'intervention à l'adresse indiquée. Les officiers arrivant sur place virent une scène inhabituelle. Jennifer et un homme inconnu étaient assis silencieusement sur la véranda de la maison. Extérieurement, Jennifer semblait étonnamment calme, ce qui contrastait fortement avec la réaction des officiers expérimentés qui entrèrent dans la maison. Le calme de Jennifer avait une raison simple. Après des heures de stress,
Elle n'avait simplement plus de force pour les émotions. La scène dans la maison rappelait le décor du thriller le plus sombre. Au centre de la pièce se trouvait une femme de 43 ans, dont l'état était si grave que ses traits étaient à peine reconnaissables. Les forces de l'ordre local ont avoué n'avoir jamais été confrontées à de tels incidents. L'histoire était liée à une autre affaire mystérieuse dans la vie de Jennifer. Le 22 février 1991, 4 ans avant ces événements, la voisine de Jennifer, Dede Rosenthal, qui vivait au 7e étage, disparut dans des circonstances étranges. L'examen de l'appartement ne révéla aucune trace d'effraction ou de lutte, aucun indice pour l'enquête. Après un certain temps, il y eut des rapports indiquant que la femme avait été vue en ville. Cependant, ces témoignages furent tentés les dernières nouvelles de Dede. Après sa mystérieuse disparition, l'enquête arriva dans une impasse. En examinant les 2 incidents, les enquêteurs conclurent que la même personne était impliquée. Dans la presse, on l'appelait « l'étranger de Cherry Hill ». Par chance, cette fois Jennifer n'a pas été blessée. Jennifer West est devenue la seule personne capable d'éclaircir ces événements mystérieux. Mais les informations que les enquêteurs allaient découvrir dépasseraient les suppositions les plus audacieuses. L'histoire de la famille de Jennifer a commencé avec le déménagement à Somerset Tower, qui s'est produit 7 ans avant les événements principaux. Après la séparation de ses parents, elle s'est installée avec sa mère Rebecca dans un immeuble de 7 étages à Cherry Hill, New Jersey. Leur nouveau foyer est devenu un appartement confortable dans ce complexe résidentiel. Jennifer a remarqué à quel point cette période était difficile pour sa mère. Plus tard, elle l'a attribuée aux conséquences du divorce. Mais bientôt, une nouvelle personne est entrée dans leur vie. Un concierge nommé Eddie, dont le vrai nom, comme on l'a découvert plus tard, était Charles Radish. Au début, il donnait l'impression d'être un plaisantin, faisant constamment des blagues et paraissant très positif. La relation s'est développée rapidement, et bientôt Eddie a emménagé chez elle. Pour Rebecca, qui était encore dans un état émotionnel difficile après le divorce, ces changements semblaient être le bonheur longtemps attendu. Elle semblait s'épanouir aux côtés de son nouveau partenaire. Avec le temps, le caractère d'Eddie a montré un autre côté. Il s'est avéré être un manipulateur habile qui voulait contrôler chaque petit détail. Son humeur changeait de façon imprévisible. Une personne qui riait pouvait soudainement devenir complètement différente. Malgré ces signes inquiétants, Rebecca hésitait à prendre des décisions sérieuses et continuait d'observer le comportement de son élu. Progressivement, l'homme a gagné la confiance totale de Rebecca et est devenu membre de leur famille. Il a commencé à passer du temps avec Jennifer quand sa mère travaillait les week-ends. C'est alors que Jennifer a reconnu sa vraie nature. Eddie a commencé à se comporter de manière totalement inappropriée envers Jennifer. Jennifer a rassemblé son courage et a dit à sa mère la vérité sur le comportement d'Eddie. La réaction de sa mère a été complètement inattendue. Rebecca n'a pas cru sa fille et a froidement rejeté ses paroles comme une invention. Cela est devenu la cause d'une profonde blessure entre Jennifer et sa mère. L'inaction de la mère, qui n'a même pas essayé de vérifier les paroles de sa fille, a conduit à la poursuite du comportement inapproprié d'Eddie. Jennifer essayait de rester à l'école le plus longtemps possible et évitait de rentrer à la maison où on la considérait comme une menteuse. Cette situation douloureuse a duré 3 années entières. Fin février 1991, les enquêteurs ont recherché la mère en lien avec la mystérieuse disparition de la voisine Dede Rosenthal. Ils ont interrogé tous les résidents pour recueillir toute information sur la personne disparue. Le même jour, une conversation a eu lieu avec Eddie, un employé de la résidence. Les enquêteurs ont été déconcertés par sa déclaration selon laquelle ils ne connaissaient pas Dede, bien qu'ils aient été voisins pendant longtemps. En tant que concierge de la résidence,
il aurait dû régulièrement rencontrer cette femme de 32 ans qui travaillait comme médecin généraliste. Tous ceux qui connaissaient Dade, collègues, patients, voisins et proches, la décrivaient exclusivement de manière positive. On avait l'impression que cette femme qui avait récemment déménagé du Canada aux États-Unis n'avait pas d'adversaire. Dade a été vue pour la dernière fois le 22 février, comme l'ont rapporté plusieurs témoins. Après cette date, il n'y a plus eu de nouvelles d'elle. Les enquêteurs ont parlé non seulement avec les voisins, mais aussi avec les proches de la disparue. Son frère Blaine a mentionné que sa sœur avait envisagé un travail à l'Institut Elwyn à Philadelphie, une clinique spécialisée pour les enfants autistes. Ce rêve est né pendant ses années d'études, ce qui était aussi la raison de son déménagement aux États-Unis. Blaine a admis qu'il s'opposait à sa décision de quitter le Canada. Il comprenait que les États-Unis étaient un pays au mode de vie et aux traditions complètement différents de leur terre natale. Face à la détermination de sa sœur, il n'a pu qu'insister pour qu'elle vive aux étages supérieurs d'une résidence surveillée. Il se sentait ainsi plus rassuré quant à son bien-être. En conversation avec les enquêteurs, Blaine a raconté comment il avait essayé de dissuader sa sœur de déménager, mais sa conviction était inébranlable. Plus tard, il a accepté son choix et n'espérait plus maintenant que son retour rapide. Ses espoirs étaient nourris par des rapports selon lesquels des gens il a vu une femme d'apparence similaire qui se présentait comme Laurie. Malheureusement, ces pistes se sont révélées peu prometteuses. La recherche est arrivée dans une impasse et le lieu où se trouvait Dade est resté inconnu. Les enquêteurs ont d'abord concentré leur attention sur 2 résidents du complexe résidentiel. Les 2 ont soulevé des questions auprès des autorités concernant la mystérieuse disparition de Dade. Le premier à attirer l'attention de la police fut Steve Gomez, un ami proche de la femme disparue. Le second, dans le collimateur, était Charles Reidish, que les voisins surnommaient « l'étrange Eddie » en raison de son comportement inhabituel. Bien qu'il n'y ait pas de preuves directes de l'implication de ces personnes, leur comportement a conduit les enquêteurs à les vérifier à plusieurs reprises. Ils sont restés sur la liste des personnes à surveiller. Les déclarations d'Eddie ont particulièrement attiré l'attention. Selon ses dires, le 22 février, il était dans l'appartement de la famille Wertz et passait du temps avec Rebecca, la mère de Jennifer. Rebecca a effectivement confirmé son alibi. Cependant, les enquêteurs ont remarqué un détail. À la mention du nom de l'ami de sa mère, l'expression du visage de Jennifer a changé notablement. Cette peur sincère dans les yeux de l'enfant était si évidente que plusieurs enquêteurs l'ont immédiatement remarqué. Malheureusement, les soupçons n'étaient pas suffisants pour les autorités. Sans preuve concrète, ils ne pouvaient pas prendre de mesures contre le résident excentrique. Malheureusement, Jennifer a dû endurer quelques années difficiles avant que la situation ne change. Bientôt, la famille Wertz a quitté le complexe résidentiel. Cela aurait pu sembler suspect s'il n'y avait pas le fait que de nombreux voisins avaient également décidé de déménager, inquiets pour leur sécurité. L'histoire a attiré beaucoup d'attention et généré différentes versions de ce qui s'est passé avec Dade. Les gens ne voulaient pas continuer à vivre à côté de quelqu'un qui soulevait tant de questions, et progressivement le complexe s'est vidé. Pendant ce temps, l'enquête se poursuivait, mais chaque nouveau détail ne faisait que rendre l'image de ce qui s'était passé plus complexe. En examinant l'appartement de Dade, les experts ont rencontré une situation inhabituelle. Les lieux semblaient impeccablement propres, sans signe d'intrusion ou de désordre. La seule particularité était la porte d'entrée non verrouillée, un détail complètement atypique pour la propriétaire de l'appartement. Les spécialistes n'ont trouvé aucune trace inquiétante. Même le lit était parfaitement fait, comme si Dade n'était parti que pour un moment. Tous les objets de valeur sont restés à leur place. Le seul indice était un reçu de 80 $ du distributeur automatique trouvé dans l'agenda. Cependant,
Aucun argent n'a été trouvé ni dans le sac à main, ni dans le portefeuille. Il semblait que Dédé Rosenthal avait décidé de quitter son domicile de sa propre volonté. L'enquête a révélé que la femme avait certaines difficultés financières. Ses dépenses dépassèrent ses revenus, générant des dettes. Cependant, ces dettes ne semblaient pas assez critiques pour causer des problèmes sérieux. Mais était-il possible que Ded ait décidé de se cacher elle-même des créanciers? Après avoir interrogé les résidents, les enquêteurs sont tombés sur une déclaration inhabituelle. Une voisine âgée a raconté quelque chose qui différait significativement des autres témoignages et a suscité l'inquiétude. La femme a rapporté que le 22 février, vers 4 heures du matin, elle avait été réveillée par d'étranges coups forts venant d'en haut, de l'appartement de Ded. Le bruit était si net qu'elle a sursauté. Ensuite, un silence total s'est installé et la voisine, supposant que quelque chose était simplement tombé accidentellement, s'est vite rendormie. Les autres résidents de l'immeuble n'ont rien pu signaler de remarquable et l'enquête s'est enlisée. L'histoire de la mystérieuse disparition de la respectée docteure a rapidement attiré l'attention de la presse. Les journalistes ont activement rapporté les événements, les rendant accessibles au public. Les années ont passé, mais la situation restait peu claire en raison du manque d'indices substantiels. Avec le temps, la famille Wertz a déménagé dans une nouvelle maison au nord de Cherry Hill. Mère et fille pensaient souvent à Dédé et s'interrogeaient sur son destin. Peu à peu, l'histoire est tombée dans l'oubli. Même la police a supposé que Dédé était peut-être retourné au Canada. Seul Blaine a continué à chercher sa sœur et n'a pas accepté les réponses formelles des autorités qui ne pouvaient pas fournir d'informations concrètes. Pendant cette période, il a fait 67 voyages à Cherry Hill, a examiné toutes les installations et parlé avec les habitants. Plus tard, il a avoué que la recherche était devenue une obsession pour laquelle il avait presque tout perdu, y compris sa propre famille. Après un autre voyage infructueux, sa femme l'a accueilli en lui demandant de quitter la maison. Leur mariage était terminé. La famille Wertz a également rencontré des difficultés. Dans le nouvel endroit, ils ont pleinement compris pourquoi Eddie avait reçu le surnom de le fou. Son comportement est devenu de plus en plus imprévisible. Tantôt il tombait dans un état infantile. Tantôt il accablait mère et fille d'insultes. Bien que Jennifer n'ait jamais assisté à des conflits directs entre Eddie et sa mère, elle sentait que Rebecca souffrait de son instabilité. Malgré les constantes crises émotionnelles de Rebecca dans une tentative de contrer les escapades de son partenaire, ils ont continué à vivre ensemble et elle s'est accommodée de la situation. Jennifer a dû vivre pendant de nombreuses années avec le caractère difficile d'Eddie. Jennifer comprenait les sentiments de sa mère, mais ne pouvait pas accepter son affection pour Eddie. Pendant longtemps, elle a essayé de convaincre Rebecca de mettre fin à cette relation difficile qui leur causait tant de chagrin. Après de nombreuses conversations, la mère a finalement accepté les arguments de sa fille. Elles ont développé un plan minutieux. Elle déménagerait discrètement chez la grand-mère de Jennifer, où Eddie ne les avait jamais visités et ne pourrait pas les trouver. Pour Jennifer, cette décision était une lueur d'espoir. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentait qu'elle pourrait commencer une nouvelle vie paisible, sans souci constant. Le plan semblait parfait et l'avenir se dessinait en couleurs vives. Mais tout a changé quand Rebecca a imprudemment parlé à Eddie de leurs intentions. Ce jour-là, Jennifer terminait l'année scolaire. À la demande de sa mère, elle avait déjà emballé et caché les affaires les plus importantes. Elles avaient convenu que sa mère viendrait la chercher après les cours vers 6 heures. Après le match de hockey avec ses camarades de classe, Jennifer est allée au parking et s'est figée. Eddie était au volant et sa mère sur le siège passager. Jennifer n'a pas pu contenir ses émotions.
et a dit à sa mère tout ce qu'elle pensait de la promesse brisée. Rebecca a simplement demandé à sa fille de monter dans la voiture et de ne pas faire de scène. Un silence tendu régnait dans la voiture. Jennifer sentait que quelque chose n'allait pas. Eddie lui jetait des regards étranges dans le rétroviseur. Son attention pénétrante inquiétait Jennifer. Elle s'inquiétait de ce qui pourrait se passer à la maison. Son intuition lui disait « Eddie avait prévu quelque chose pour les retenir », mais elle ne pouvait même pas imaginer les véritables intentions de cet homme. À l'arrivée, il s'est comporté inhabituellement, calmement. Eddie a parlé d'organiser un dîner familial avant leur départ. Cependant, Jennifer sentait la fausseté dans ses paroles. Ses soupçons se sont renforcés quand ils sont arrivés à la maison. Dans la cuisine, il n'y avait aucun signe d'un dîner préparé. À sa question sur ce qui se passait, Eddie a commencé à expliquer quelque chose d'incompréhensible. Incapable de rassembler ses pensées, il a soudainement déclaré qu'il avait besoin urgemment des clés de la voiture, soi-disant pour acheter de la nourriture. Il les a saisies et a quitté précipitamment la maison sans attendre de réaction. Ce soir-là, Jennifer supplia sa mère de quitter la maison avant le retour d'Eddie. Elle avait un étrange pressentiment, mais Rebecca balaya ses inquiétudes d'un geste, disant qu'elle devait attendre Eddie. Il aurait apparemment préparé une surprise pour elle. Jennifer, contrariée, monta et s'allongea sur son lit. Elle s'assoupit bientôt, mais fut réveillée vers 2 heures du matin par des bruits inquiétants venant du rez-de-chaussée. Jennifer se figea et écouta. Quelque chose en elle lui disait de rester dans la chambre, mais l'inquiétude pour sa mère l'emporta. Pendant qu'elle descendait l'escalier, elle entendait les bruits devenir plus distincts. Chaque pas lui était difficile. Ses jambes semblaient de plomb. Lorsqu'elle atteignit l'encadrement de la porte, Jennifer vit ce qui se passait dans le salon et son cœur s'arrêta. Rebecca gisait au sol et Eddie se tenait au-dessus d'elle. Quand il remarqua Jennifer, il se retourna brusquement. L'instant d'après, il l'attrapa et la conduisit dans une pièce. En passant près de sa mère, Jennifer remarqua qu'elle respirait difficilement. Jennifer le supplia de la laisser partir, mais Eddie n'écoutait pas. Avec le temps, Jennifer cessa de résister et ne faisait plus que prier silencieusement pour que tout finisse rapidement. L'espoir l'avait abandonnée. Quand l'aube teinta le ciel, l'homme s'assit au bord du lit à côté de Jennifer. De façon inattendue, Eddie lui demanda l'impensable, mettre fin à son existence. Jennifer refusa. Alors il dit désespérément qu'il ne resterait pas ici car il craignait la détention. Pourtant, Jennifer ne put se résoudre à un tel acte, malgré tout ce qui s'était passé, même quand il s'agissait d'Eddie. Dans cette situation sans issue, elle se souvint des méthodes qu'elle avait vues dans des émissions sur le travail des services spéciaux, avec des personnes particulièrement dangereuses. Avec un incroyable sang-froid, elle écouta calmement l'homme qui avait causé des problèmes à elle et à sa mère pendant des années et qui avait récemment fait quelque chose d'impardonnable. Progressivement, grâce à des techniques psychologiques, Jennifer réussit non seulement à se protéger, mais aussi à le convaincre de se rendre. Elle lui expliqua qu'une confession sincère sur un trouble mental temporaire pourrait conduire à un traitement plutôt qu'à l'isolement, où un accord avec les enquêteurs pourrait atténuer les conséquences. Eddie, qui avait visiblement perdu son sang-froid, courait dans la pièce avec un objet dans les mains. Apparemment, ce n'est que maintenant qu'il réalisait l'ampleur de ses actes. Jennifer, 14 ans, réussit miraculeusement à le convaincre de se rendre. Jennifer appela les urgences. Sa voix tremblait. Les mots se mélangeaient. Elle était à bout de force. Étonnamment, elle réussit à calmer cet homme. Il l'aida même à se lever et à aller sur la véranda. Le répartiteur annonça l'envoi d'une patrouille et leur demanda d'attendre. Il est difficile d'imaginer les sentiments de Jennifer à ce moment-là.
Elle connaissait le caractère imprévisible du compagnon de sa mère et savait que la situation pouvait changer à tout moment. Néanmoins, ils attendirent calmement l'arrivée des forces de l'ordre, qui les séparèrent immédiatement. Eddie décida de suivre le conseil de Jennifer concernant le trouble mental. L'enquêteur qui travaillait sur cette affaire remarqua l'étrange réaction du détenu à la question sur l'endroit où se trouvait Rebecca. Celui-ci répondit évasivement qu'elle était dans la maison, et à la question sur l'aide médicale, il dit qu'il était déjà trop tard. Jennifer, qui avait vécu l'inimaginable, avait besoin d'une aide professionnelle urgente. Malgré son état, l'un des agents dut l'interroger sur ce qui s'était passé. Ensuite, l'enquêteur du commissariat de Cherry Hill arriva. C'était le même enquêteur qui s'était occupé de la disparition de Dead il y a 4 ans. Il se souvenait bien de l'ouvrier suspect, et maintenant il allait le rencontrer à nouveau. Les enquêteurs et Eddie sont arrivés à la maison pour mener des actions d'enquête, apportant des dispositifs d'enregistrement pour les déclarations. Ils ont essayé de reconstituer le déroulement des événements. Les versions des faits racontées par le suspect et Jennifer ne concordaient que partiellement. Quand il s'agissait des événements dans la chambre de Jennifer, leurs témoignages divergeaient. Il a catégoriquement rejeté ces accusations. Il semblait que le détenu refusait de reconnaître ses actions. Quand les enquêteurs ont mentionné l'incident, il a ri de façon inattendue et a qualifié une telle supposition d'absurde. Plus tard, lors de l'interrogatoire, il a néanmoins avoué sa participation. Bien que l'enquêteur du commissariat de Cherry Hill était convaincu qu'Eddie cachait encore beaucoup de détails. Quand les enquêteurs ont remarqué son état émotionnel, ils ont interrogé Charles Radish sur la mystérieuse disparition de sa voisine, Dédé Rosenthal, il y a 4 ans. Cette question s'est avérée opportune. Le suspect a commencé à témoigner également sur cette affaire. Selon son récit, il est entré tôt le matin dans l'appartement de la voisine par le toit et le balcon pour s'approprier des objets de valeur. Dédé a remarqué sa présence plus tôt que prévu. Les événements ont pris une tournure inattendue. Quand il s'est rendu compte que la femme pourrait l'identifier, il a décidé d'agir. Une confrontation physique s'est développée entre eux, à la suite de laquelle Dédé est tombé au sol. C'est exactement ce bruit qu'a entendu la résidente de l'étage inférieur. Ensuite, il a utilisé un oreiller et s'est enfui. 80$ manquaient dans l'appartement. Plus tard, la police a trouvé un chèque de ce montant. Le lendemain, quand Charles a remarqué des activités inhabituelles à la maison, il a compris qu'on recherchait la personne disparue. Par peur d'être découvert, il est revenu, a dissimulé les traces avec un drap et a tout transporté avec un chariot de course ordinaire jusqu'au parking. Il a caché les effets personnels dans une benne à ordures proche. Après sa confession, Charles a tenté plusieurs fois de montrer aux enquêteurs l'endroit où il avait caché les preuves, mais ne pouvait pas s'en souvenir exactement. Ses paroles ont cependant été crues. Il connaissait des détails que seul un participant direct pouvait savoir. Selon ses déclarations, il s'est rendu au fleuve Delaware. Ce lieu n'était pas choisi au hasard. Des travaux industriels y étaient constamment effectués. Au cours des 4 dernières années, plusieurs mètres de différents matériaux s'y étaient accumulés, rendant la recherche pratiquement impossible. Malgré tous les efforts, aucune preuve n'a pu être trouvée et les recherches ont été arrêtées. Maintenant, un procès judiciaire concernant 2 affaires graves s'annonçait simultanément. Après la conclusion des enquêtes, les 2 affaires ont été transférées au procureur de Cherry Hill. Lors de sa première rencontre avec l'avocat, le suspect, probablement sur le conseil de son défenseur, a retiré toutes les déclarations faites précédemment. Dans l'État du New Jersey, il existe une loi spéciale. Même une confession ne suffit pas pour prononcer un jugement. Des preuves tangibles, recueillies par les enquêteurs au cours du travail sur l'affaire, sont nécessaires. Dans le cas de la disparition de Deed,
La situation semblait sans issue. Les enquêteurs n'avaient en qu'une seule piste, un chèque de $80. L'affaire de la famille Wertz a été jugée en premier. Jennifer, la fille de Rebecca, a pu échapper à un terrible destin grâce à sa présence d'esprit et sa capacité de communication. Elle s'est présentée avec assurance lors des audiences. Ses déclarations claires et calmes ont considérablement accéléré le processus. L'expert médical a présenté un rapport détaillé sur l'état de la victime. Les preuves étaient si convaincantes que le jury n'a eu besoin que de 40 minutes pour prendre sa décision. La culpabilité de l'accusé était hors de doute. À l'issue du premier procès, Charles, âgé de 37 ans, a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. En parallèle, le procureur se préparait pour le second procès. L'issue de la seconde affaire semblait moins évidente. Le procureur cherchait la peine maximale possible, car il considérait les actions de l'accusé comme particulièrement graves. Cependant, il était plus difficile de prouver la culpabilité. Charles n'avait laissé aucune trace dans l'appartement de Dédé Rosenthal. Après avoir retiré ses déclarations antérieures, il avait même une chance d'échapper à une peine. Eddie le fou insistait sur le fait que sa première voisine avait simplement déménagé, trouvé une nouvelle famille et faisait carrière ailleurs, niant toute implication dans sa disparition. Le procureur a tenté de prouver le contraire. Dédé n'aurait pas pu abandonner si soudainement son travail avec des enfants spéciaux qui lui tenaient tant à cœur. Cette position était également partagée par le frère de la femme disparue. Il affirmait que sa sœur l'aurait certainement informé de tout projet de déménagement. De plus, toutes ses affaires étaient censées rester dans l'appartement. Documents, clés de voiture et même son animal de compagnie bien-aimé. Dans une confession vidéo montrée au tribunal, Charles a raconté que seule Rebecca était au courant de l'incident avec Dédé. Possiblement, la mère célibataire avait peur du voisin ou, comme dans le cas de sa propre fille, n'avait pas accordé d'importance aux signaux d'avertissement. Dans sa déclaration, Eddie a mentionné qu'il était sous l'influence de substances interdites lors des deux incidents. En novembre 1995, les autorités judiciaires ont porté des accusations officielles contre Charles Reddish dans l'affaire de la disparition de Dédé Rosenthal. 3 ans plus tard, en décembre 1998, le tribunal l'a déclaré coupable des événements tragiques dans la famille Wertz. Jusqu'en mars 2001, il a accepté de faire des aveux sur les événements concernant Dédé dans le cadre d'un accord avec les enquêteurs. On s'attendait à ce qu'il révèle un lieu important pour l'enquête, mais au dernier moment, il a retiré sa déclaration de manière surprenante. Ce changement soudain d'état d'esprit semblait inexplicable, mais le procureur soupçonnait autre chose. Probablement que l'ampleur des incidents était si importante que le suspect risquait des accusations supplémentaires. C'est pourquoi il a changé sa décision. L'accord avec les enquêteurs a été annulé, et à l'automne 2001, Charles Reddy s'est à nouveau retrouvé devant le tribunal. Il a insisté sur le fait que la disparue était en vie et a mentionné une certaine Laura, qui était supposément cette femme. Les jurés ont considéré ces paroles comme un mensonge, et le fou Eddie a été tenu responsable de ce qui s'était passé. En 2002, le tribunal a prononcé la peine la plus sévère, mais en 2004, la Cour suprême du New Jersey a réexaminé l'affaire. 1 an plus tard, la peine a été modifiée à 30 à 60 ans, en plus de la réclusion à perpétuité dans l'affaire de la famille Wertz. Le lieu où se trouvait Dade est resté inconnu. Jennifer a commencé un nouveau chapitre de sa vie lorsqu'elle a déménagé chez sa cousine Shannon. Enfin, il y avait la possibilité de vivre tranquillement, sans souci ni peur. Elle est allée dans une école catholique et a rejoint l'équipe de Pom Pom Girls. Jennifer, qui avait traversé de dures épreuves,
a obtenu une vie normale d'adolescente américaine. Amis, conversations, hobbies. Les parents en particulier ont aidé dans les premiers temps, alors qu'elle se remettait du stress vécu. Lorsque Jennifer est devenue adulte, elle a surmonté avec succès les conséquences du passé. Elle a fait carrière, fondé une famille et eu 2 filles. Souvent, elle se rappelait les décisions de sa mère qui avaient conduit aux tristes événements. Le frère de Dade, Blaine, malgré le fait qu'il n'ait pas retrouvé sa sœur, était satisfait que la personne qui avait causé tant de douleur soit derrière les barreaux. Au Canada, il a créé une fondation au nom de sa sœur qui aide les femmes ayant des problèmes domestiques. Beaucoup pensaient que Rebecca aurait pu se protéger elle-même et sa fille. Jennifer pensait que sa mère était tombée sous l'influence du fou Eddie. Mais pour une raison quelconque, elle n'en parlait pas et continuait à l'endurer. On ne peut que supposer ce que Rebecca a traversé. Les circonstances de la vie montrent que les questions financières peuvent souvent ouvrir de nombreuses portes. Bien que les moyens matériels ne puissent pas changer la nature d'une personne aux intentions sombres, ils peuvent certainement aider à cacher ses actions répréhensibles aux yeux des autres. Dans l'Italie ensoleillée, dans la pittoresque ville de Potenza, Elisa Claps est née le 21 janvier 1977. La ville, où se déroule notre histoire, était affectueusement appelée « ville verticale » par les habitants, en raison de sa situation inhabituelle à flanc de montagne avec de nombreuses montées et descentes. Malgré sa taille modeste, à peine 70 000 habitants, la ville avait son propre caractère distinctif. La famille d'Elisa était tout à fait ordinaire. Sa mère travaillait au service des impôts, son père tenait un bureau de tabac. Benjamin, après ses frères Gildo et Luciano, Elisa a grandi dans une atmosphère profondément religieuse. Chaque dimanche, les Claps assistaient ensemble à la messe. Ceux qui connaissaient Elisa remarquaient son étonnante capacité à ne voir que le bon en chaque personne. Cette qualité semblait parfois naïve, mais c'est précisément par sa bonté sincère et sa volonté d'aider qu'elle trouvait facilement un langage commun avec tous et était entourée d'amis. En septembre 1993, Elisa, 16 ans, avait déjà des projets d'avenir sérieux en tant que lycéenne. Son plus grand souhait était la médecine. Elle voulait devenir médecin et partir en Afrique comme volontaire pour aider les nécessiteux. Le 12 septembre 1993, la famille se préparait pour une fête à la maison de campagne. Tôt le matin, les parents sont partis avec l'un des frères pour préparer tout le nécessaire, tandis qu'Elisa et Gildo devaient les rejoindre pour le déjeuner. Selon la tradition, elle voulait aller à la messe à l'église de la Santissima Trinita avec son amie Eliana, qui était également invitée à la fête familiale. À 11h30, Elisa quitta la maison. Son frère attendait son retour vers 1h. Quand la sonnette retentit à l'heure convenue, il était sûr que c'était sa sœur. Mais sur le seuil, se tenait une Eliana agitée. Au début, l'amie raconta qu'elle et Elisa s'étaient perdues de vue dans la foule après la messe. L'histoire semblait étrange. Il était difficile de se manquer dans une si petite ville. Quand le frère souligna ses incohérences, Eliana changea son histoire. Il s'avéra qu'Elisa avait prévu de rencontrer un jeune homme, après quoi les amis devaient rentrer ensemble à la maison. Cependant, Elisa n'apparut pas à l'heure convenue. Eliana a raconté l'histoire d'un mystérieux jeune homme nommé Danila Restive. Danila est né le 3 avril 1972 dans la petite ville sicilienne d'Eris. Au milieu des années 80, sa famille a déménagé à Potenza. Son père s'était vu offrir un poste de direction à la bibliothèque municipale. Ce travail prestigieux était la raison du déménagement de toute la famille. Ses contemporains ont remarqué des traits de caractère inhabituels chez Danila.
Pendant ses années d'école, il a été surpris dans des comportements inappropriés. Il espionnait secrètement ses camarades de classe féminines et tenait un journal où il consignait en détail ses observations. Sonja, la cousine de Danila, de 2 ans sa cadette, a remarqué sa réserve et ses difficultés relationnelles, particulièrement avec les filles. Selon ses souvenirs, il sortait souvent de l'école en même temps, et son frère essayait constamment de l'attirer quelque part, inventant différents prétextes. Pendant longtemps, elle a refusé, mais un jour, la curiosité l'a emporté. Ne voulant pas y aller seule, Sonja a emmené son cousin Angelo, âgé de 11 ans. Quand Danila les a rencontrés, il a proposé un jeu inhabituel, se bander les yeux et s'attacher les mains pour atteindre un lieu secret. Les enfants ont accepté sans se douter de rien. Danila les a conduits dans une pièce et les a fait asseoir sur des chaises. Sonja a accidentellement déplacé son bandeau et a remarqué que son frère mettait des gants. Les événements suivants se sont déroulés rapidement. Danila a sorti un objet pointu et s'est dirigé vers Angelo. Sonja a réussi à réagir à temps et à arrêter son frère, qui s'est immédiatement enfui. Les enfants se sont précipités vers un lieu sûr, pendant que Danila les poursuivait en criant de garder secret ce qui s'était passé. Angelo a été immédiatement transporté à l'hôpital, où les médecins ont constaté que seuls des millimètres le séparaient de graves conséquences. Naturellement, les enfants ont tout raconté aux adultes, malgré les supplications de Danila de présenter l'incident comme un accident. La famille d'Angelo s'est adressée aux autorités policières. Bientôt, le père de Danila est venu les voir et a supplié en larmes de retirer la plainte. Il a offert une compensation d'1 million de lire et a promis que son fils recevrait l'aide psychologique nécessaire. Compte tenu de la haute position sociale du père, la famille a accédé à sa demande. La famille Angelo a reçu une indemnisation et a retiré sa plainte auprès des autorités. Cependant, cela n'a conduit à aucun changement positif. Contrairement aux promesses d'aider son fils en réhabilitation, le père a tenté de dissimuler la situation, préoccupé par sa réputation. Cela n'a fait qu'aggraver les problèmes comportementaux du jeune Danila, qui avait de plus en plus de mal à s'adapter à son environnement. Le parcours éducatif du jeune homme s'est avéré difficile. Il a changé plusieurs écoles, ne restant nulle part longtemps. Ce n'est que dans un collège privé, où son père l'avait envoyé, que Danila a finalement réussi à obtenir son diplôme. Cela s'est produit quand il avait 18 ans. Il y a eu ensuite une tentative de service militaire qui fut brève en raison de ses problèmes de comportement. La protection de son père influent a permis au jeune homme d'échapper aux conséquences de ses actes. Au moment de sa rencontre avec le protagoniste de cette histoire, Danila venait d'avoir 21 ans. On le connaissait comme une personne au comportement compulsif, particulièrement envers les femmes. Sans l'aide professionnelle nécessaire, son état n'a fait qu'empirer. Durant cette période, il développa un intérêt malsain pour 3 voisines simultanément. Cela a commencé par des observations à distance, mais progressivement ses actions sont devenues plus intrusives. Après avoir obtenu leur numéro de téléphone, il appelait la nuit. Parfois il gardait le silence, parfois il décrivait leurs vêtements, et occasionnellement il jouait de la musique classique. Les femmes ont raconté que ces appels rappelaient des scènes de films d'horreur. Puis il a commencé à envoyer des lettres au contenu indécent et des dessins. Parmi ses élus figurait également Elisa Claps. Il étudiait ses trajets et son emploi du temps, apparaissant aux endroits les plus inattendus. Il tentait avec persistance d'attirer son attention, l'invitant constamment à des rencontres. Elisa n'éprouvait aucune sympathie pour Danila, sa présence lui causait un malaise. Cependant, en raison de son caractère doux, elle ne pouvait pas simplement le refuser. C'est pourquoi elle continuait d'accepter des rencontres, conversait avec lui, tout en essayant de maintenir ses distances.
Gilles a partagé ses observations sur le comportement étrange de leurs voisins. Il se souvenait d'un incident lorsqu'il se promenait avec sa sœur au bord de l'eau. Danila est apparue de manière inattendue et a commencé à inviter Elisa avec insistance à aller quelque part avec lui. Quand il a essayé de la saisir par le bras pour l'emmener, elle s'est accrochée fermement à son frère, demandant silencieusement sa protection. Après que Gilles ait chassé le voisin insistant, il remarqua l'état inhabituel de sa sœur. Elisa semblait inhabituellement troublée, bien qu'elle soit normalement calme et sûre d'elle. Elle gardait le silence sur les raisons de son inquiétude. Lorsque le 12 septembre 1993, l'amie d'Elisa, Eliana, parla d'une rencontre prévue avec Danila à l'église, son frère eut un mauvais pressentiment. Eliana expliqua. Elisa avait finalement décidé de mettre fin au contact avec son admirateur persistant. Elle avait accepté cette dernière rencontre, espérant qu'après cela, Danila la laisserait tranquille. Gilles, inquiet, décida d'appeler chez les Restiva. Le père de Danila, M. Maurizio, répondit et ne voulait visiblement pas passer son fils au téléphone. Ce n'est qu'après des explications sur la disparition d'Elisa que le père passa le combiné à Danila. Celui-ci raconta une histoire étrange. Il l'aurait soi-disant rencontrée à l'église, où elle se serait plainte d'un harceleur, puis elle serait partie et il serait resté prier. Sans le laisser finir, M. Maurizio mit fin à la conversation. Gilles, pressentant le danger, contacta ses parents. Toute la famille se rassembla immédiatement à la maison pour chercher Elisa. Luciano, l'autre frère, alla directement chez les Restiva. M. Maurizio essaya à nouveau de bloquer le passage et n'ouvrit pas la porte jusqu'à ce que Luciano menace de la défoncer. Quand Danila sortit enfin, son état semblait suspect. Il était très nerveux, transpirait abondamment et répétait de manière hésitante la même histoire qu'il avait racontée au téléphone. M. Maurizio mit à nouveau fin à la conversation précipitamment. Les frères se rendirent à l'église, le dernier endroit connu où Elisa avait été vue. Après avoir examiné la salle principale, ils remarquèrent une porte verrouillée qui menait à une pièce secrète supérieure. Malgré leurs supplications, le prêtre refusa catégoriquement de leur donner accès. Les parents d'Elisa ont donné l'alerte et se sont adressés à la police locale. Ils ont immédiatement désigné Danilo, croyant qu'il était impliqué dans la mystérieuse disparition de leur fille. Les officiers n'ont initialement pas pris la situation assez au sérieux. La plainte n'a été enregistrée que le lendemain, après quoi ils se sont rendus à la maison de la famille Restiva pour parler au jeune homme. Ils y ont été reçus par son père, M. Maurizio. Il a expliqué que Danilo était parti à Naples et reviendrait dans un jour. Quand l'heure du retour est arrivée, les officiers ont attendu à la gare routière, mais le jeune homme n'est pas apparu. Plus tard, il s'est avéré que Maurizio avait intercepté le bus avant l'entrée de la ville et récupéré son fils. Lors d'une visite chez les Restiva, les enquêteurs se sont renseignés sur les chaussures que Danilo portait le jour de la disparition d'Elisa. Il a montré des baskets qui ont éveillé les soupçons. Elles avaient été trempées dans de l'eau de Javel. Plus tard, dans la soirée, Danilo est venu au commissariat accompagné de son père et d'un avocat pour témoigner sur la disparition de la jeune femme. Son récit était confus, plein de contradictions, et son comportement montrait une forte nervosité. L'attention des enquêteurs a été attirée par une profonde blessure à la main du jeune homme. Danilo a affirmé se l'être faite accidentellement en trébuchant dans un escalier et en tombant contre un objet métallique. Cependant, il n'a pas pu indiquer l'endroit exact de l'incident. Tous les endroits où cela aurait pu se produire, selon ses dires, ne présentaient aucune trace. De plus, sa version des événements changeait constamment lors des conversations avec les enquêteurs. Sa sœur Anna a partagé un détail important. À midi, quand Elisa a disparu, son frère est rentré à la maison avec des vêtements sales. Elle a dû le conduire à l'hôpital
où les médecins ont soigné la blessure. Les experts ont établi la blessure avait été causée par un objet tranchant. Les enquêtes ont révélé que de 11h30 à 13h00, personne ne pouvait confirmer où se trouvait Danilo. Selon Anna, la veste, la chemise et le jean de son frère étaient sales. La quantité de taches sur les vêtements ne correspondait pas à la version d'une seule coupure à la main. Au moment de l'enquête, tous les vêtements avaient déjà été lavés. Sur conseil de l'avocat, M. Maurizio a refusé de fournir les vêtements pour examen. Malgré les explications de l'enquêteur selon lesquelles l'expertise pourrait aider à dissiper tout soupçon contre Danilo, la famille a continué d'entraver l'enquête. L'histoire prit un tournant inattendu lorsqu'un fonctionnaire local s'adressa au procureur général pour demander des investigations supplémentaires sur la disparition d'Elisa. Malgré des raisons sérieuses, la demande fut néanmoins rejetée. Le procureur ignora même le fait que Danila avait déjà attiré l'attention des forces de l'ordre auparavant et qu'il était celui qui avait parlé à Elisa en dernier. Des témoins confirmèrent les avoir vus ensemble dans l'église, mais personne ne remarqua comment elle quitta le bâtiment. En examinant le journal intime d'Elisa, on découvrit qu'une page manquait, comme si quelqu'un avait essayé de dissimuler des informations importantes. La situation resta inchangée jusqu'au 5 octobre 1993, lorsqu'un reportage télévisé sur cette histoire fut diffusé. Dans le reportage, Danila Restive fut également mentionnée. Pendant l'émission en direct, une femme qui souhaitait rester anonyme appela. Elle partagea des informations inhabituelles sur l'étrange passe-temps de Danila. Il collectionnait des cheveux de femme et les accrochait encadrés au mur de sa chambre. Pour élargir sa collection inhabituelle, il se tenait souvent près des salons de coiffure. Les coiffeurs locaux l'appelaient en plaisantant « le coiffeur ». Après l'émission de télévision, plusieurs femmes s'adressèrent à la police et racontèrent comment Danila leur avait discrètement coupé les cheveux dans les transports en commun, dans la rue et dans les salons de beauté. Les enquêteurs se firent l'image d'une personne au comportement compulsif. Les plaignantes rapportèrent également d'autres particularités du jeune homme. Il les harcelait par téléphone, les suivait et envoyait des colis étranges aux voisines. Les gens autour de lui le considérèrent longtemps comme simplement étrange, mais inoffensif. Son père affirma que son fils n'avait jamais montré de comportement agressif. Cependant, il passa sous silence les incidents avec Sonja et Angela. Bien que beaucoup fussent convaincus de l'implication de Danila dans la disparition, certains soupçonnaient qu'Elisa avait simplement quitté la maison. Le père d'Elisa fut particulièrement touché. Ils étaient très proches. La famille Claps suivait attentivement toutes les nouvelles liées à Danila. Le 7 mars 1995, il fut tenu responsable de fausses déclarations dans l'affaire de la disparition d'Elisa. Les enquêteurs établirent qu'il avait menti sur les raisons de sa rencontre avec elle, sur sa blessure à la main et sur de nombreux autres détails. Devant le tribunal, la meilleure amie d'Elisa, Eliana, se montra évasive. Lorsque le procureur insista pour une réponse directe, elle avoua « Je crains une répétition de l'histoire d'Elisa. » On eut l'impression qu'elle en savait plus qu'elle ne disait. Pour ces fausses déclarations, Danila reçut 2 ans et 8 mois. Il purgea une partie de sa peine en effectuant des travaux d'intérêt général dans la même église qu'Elisa visitait le dimanche et où cette mystérieuse histoire avait commencé. L'espoir est né lorsque d'autres femmes harcelées par cette personne se sont tournées vers les autorités. Cependant, les résultats de l'enquête ont été décourageants. Danilo n'a été condamné qu'à une amende de 500 € pour comportement inapproprié. Pour une famille d'une telle richesse, cette somme était insignifiante. Pendant tout ce temps, les proches des Claps n'ont pas perdu foi dans le travail des enquêteurs et espéraient une conclusion équitable de l'affaire.
L'enquête semblait piétiner. Les changements ne sont arrivés qu'en 99, lorsqu'un membre du monde criminel a décidé de coopérer avec les autorités. Ces déclarations ont aidé à avancer dans l'histoire d'Elisa. Bien qu'il ne sût rien sur la jeune femme elle-même, il a révélé les actions douteuses du procureur général, qui n'avait pas autorisé la saisie des vêtements de Danilo. Cet homme a annulé la décision après avoir reçu une rémunération de M. Moritz. Cette décision a permis d'influencer le cours de l'enquête et de la paralyser pratiquement. Bien que l'informateur ait été accusé de diffamation, ces informations ont aidé à mettre en place une nouvelle équipe d'enquêteurs pour l'affaire Elisa Claps. Le travail a dû recommencer depuis le début. Les enquêteurs ont d'abord obtenu l'autorisation de perquisitionner l'appartement du principal suspect. Des objets intéressants ont été trouvés dans la chambre du jeune homme. Ensuite, les enquêteurs se sont rendus à l'église que personne n'avait vérifiée auparavant. C'est pourtant ici que toutes les traces dans l'affaire Elisa ont disparu. Les experts avaient l'intention de vérifier cette porte que le prêtre local n'avait jamais montrée à la famille Claps. Maintenant, il avait aussi fermé l'église aux paroissiens et était parti aux sources thermales de Fiuggi. Ce prêtre était Don Domenico Sabbia. Le sacristain parlait toujours très vaguement de l'histoire d'Elisa. Beaucoup ont remarqué quelque chose d'étrange. Il mentionnait la jeune femme comme si elle n'existait plus. Il restait mystérieux pourquoi il en était si sûr. Plus tard, il s'est avéré que Don Domenico entretenait des liens étroits avec la famille de Danilo. Il a même aidé le père de Restivo, lorsque celui-ci a demandé aux parents d'Angelo Lese de retirer la plainte et a participé à l'exercice de pression sur la famille de la victime. Après avoir purgé sa peine pour faux témoignage, Danilo a quitté Potenza et a commencé à voyager à travers l'Europe. Partout où il apparaissait, son comportement inhabituel se faisait remarquer. Dans chaque ville, il y avait des signalements de femmes concernant d'étranges poursuites et des tentatives de couper des cheveux. De temps en temps, il retournait chez ses parents, où il essayait de se comporter de manière ostensiblement correcte. Dans sa recherche de sa sœur, Guild a créé un site web spécial. Peu après, il a reçu un email inattendu signé du nom d'Elisa Claps. Le message disait qu'elle se trouvait supposément au Brésil, où elle était allée de son plein gré, et demandait d'arrêter les recherches. Le frère, qui ne croyait pas à l'authenticité de la lettre, décida de déterminer la source du message. Après ses propres recherches, il identifia l'expéditeur. C'était Danilo. Cette découverte ne fit que renforcer les soupçons contre cet homme. Cependant, la situation resta inchangée jusqu'au 12 novembre 2002. Dans la ville anglaise de Bournemouth vivait Heather Barnett, âgée de 48 ans, qui élevait seule 2 enfants d'âge scolaire. Ce jour-là, lorsque les enfants revinrent de l'école, ils constatèrent que leur mère ne les accueillait pas comme d'habitude. En allant dans la salle de bain, ils furent sec confrontés à un incident qui les bouleversa profondément. Les enquêteurs découvrirent un détail étrange. Dans la main droite de la femme se trouvait une mèche de cheveux étrangère et sous sa gauche, une mèche de ses propres cheveux. Les experts supposèrent que l'incident désagréable s'était produit peu après qu'Heather soit rentrée chez elle après avoir accompagné ses enfants à l'école. Pendant l'enquête, le couple voisin attira l'attention des enquêteurs. C'était un couple italien, Fiamma Marsango et son mari, Danilo Restiva. Leur histoire avait commencé par une rencontre sur Internet, après quoi Danilo avait déménagé en Grande-Bretagne. Après son mariage avec Fiamma, il avait assumé le rôle de beau-père de ses 2 enfants issus de son premier mariage. Heather travaillait comme couturière à domicile. Danilo lui rendait souvent visite, prétendument pour parler de travaux de rideaux. Il fut le premier sur les lieux du crime lorsqu'il rentra chez lui avec sa femme et entendit les cris des enfants d'Heather. L'homme essaya de calmer les filles. Lors de l'interrogatoire,
Danilo présenta un ticket de bus qui confirmait sa présence à un cours d'informatique au moment du crime. Les enquêteurs jugèrent l'alibi convaincant et le laissèrent rentrer chez lui. Au cours de l'enquête, les enquêteurs ont remarqué un détail intéressant. Danila semblait être une personne assez maladroite qui laisse généralement beaucoup de traces de sa présence. Cependant, dans ce cas, il y avait étonnamment peu de preuves. En examinant la pièce avec une solution spéciale, une série d'empreintes de chaussures a été découverte qui se terminait de manière inattendue au milieu de la pièce. Les experts ont conclu que l'inconnu avait préventivement changé de chaussures avant de partir. Plus tard, un fait curieux est venu à la lumière. Danila avait trempé ses baskets dans de l'eau de Javel, comme il l'avait fait après la mystérieuse disparition d'Elisa. Les enfants de la victime ont partagé un détail important. Leur mère n'avait pas pu trouver ses clés après la récente visite de Danila, mais n'avait pas eu le temps de changer les serrures. L'image est devenue plus claire. Ces fréquentes visites apparaissaient maintenant comme une étude minutieuse de l'environnement, et la perte des clés permettait un accès sans entrave à la maison. Les forces de l'ordre ont commencé à surveiller le suspect et à intercepter ses conversations téléphoniques pour recueillir des preuves. La surveillance vidéo dissimulée a documenté un comportement inquiétant. Danila suivait des femmes qui marchaient seules. Les observateurs inquiets ont décidé de l'arrêter pour le contrôler. Il portait d'étranges pantalons imperméables. Lors de la fouille de sa voiture, un ensemble d'objets a été trouvé. Des vêtements de rechange, des ciseaux, un masque et des gants. Cette combinaison a suscité de sérieux soupçons chez les enquêteurs. Lors de la perquisition de son appartement, des échantillons de cheveux ont été trouvés. Sur les baskets nettoyées qu'il portait ce jour-là, les experts ont remarqué des taches à peine perceptibles. Mais en raison de l'effet de l'eau de Javel, leur origine n'a pas pu être déterminée. L'analyse d'une serviette laissée dans la maison a révélé du matériel génétique de Danila. Il l'a lui-même expliqué par sa précédente visite chez Heather. Les enquêteurs britanniques ont contacté leurs collègues italiens et ont appris que Danila avait été impliqué dans une affaire de disparition mystérieuse d'Elisa. Beaucoup étaient convaincus de son implication. Après avoir reçu tous les résultats de l'enquête, des accusations officielles liées aux événements concernant Heather ont été présentées à Danila. Le 17 mars 2010, 17 ans après la disparition d'Elisa, une équipe de rénovation fit une découverte inattendue dans le grenier de l'église à Potenza. Ses effets personnels y ont été trouvés. Une montre, des lunettes, des boucles d'oreilles, des chaussures, des vêtements, ainsi qu'une mèche de cheveux étrangère. Les proches d'Elisa soupçonnaient que le prêtre Don Dominica était au courant de la situation et limitait délibérément l'accès à la pièce. Au moment de la découverte, il n'était déjà plus là. Il était décédé 2 ans auparavant. Pendant son service, le prêtre avait catégoriquement refusé l'accès à la pièce derrière la porte fermée de l'église. Après l'incident, l'église fut temporairement fermée. Les enquêteurs, après avoir examiné les découvertes, ont conclu qu'il y avait des traces d'un objet tranchant sur la scène du crime. Lors de l'examen du grenier, les experts ont découvert des traces biologiques de 2 personnes. Un ensemble appartenait à un homme inconnu, possiblement au prêtre Don Dominica. Le 9 mars 2011 eut lieu la cérémonie d'adieu d'Elisa. À ce moment-là, Danila Restive fut arrêté en Angleterre. Des accusations en lien avec Heather Barnett lui furent présentées. Le 30 juin 2011, le tribunal de Winchester prononça une peine d'emprisonnement à perpétuité. En novembre 2012, la Cour d'appel britannique révisa le jugement et réduisit la peine à 40 ans. Le 8 novembre 2011, la justice italienne commença une procédure simplifiée dans l'affaire Elisa. L'accusé refusa de participer même à distance.
En raison de la procédure britannique en cours, la demande d'extradition fut rejetée. Les enquêteurs ont reconstitué les événements de ce matin-là. Danila Restive avait donné rendez-vous à Elisa dans l'église. Le jeune homme avait de mauvaises intentions dès le début. Quand Elisa s'en rendit compte, elle tenta de se cacher dans le grenier. Les événements qui suivirent eurent des conséquences irréversibles. Les traces biologiques sur les vêtements d'Elisa, qui correspondaient aux échantillons d'ADN de Danila, servirent de preuve clé. Ce jour-là, le suspect subit une blessure à la main, non pas accidentelle, mais infligée pendant l'incident, ce qui fut confirmé par les traces sur la robe d'Elisa. Le tribunal italien a rendu son verdict dans l'affaire Danilo Restiva. 30 ans de prison et une amende de 700 000 € en faveur de la famille d'Elisa. Le verdict a été confirmé le 11 novembre lors de l'audience finale où l'accusé était présent. Actuellement, Restive se trouve dans le système pénitentiaire britannique où il purge une peine de 40 ans depuis 2011 dans l'affaire Heather Barnett. Après avoir purgé sa peine en Grande-Bretagne, un transfert vers une prison italienne l'attend pour 30 années supplémentaires. L'histoire a continué à se développer en relation avec l'enquête sur les actions des représentants de l'Église. L'assistant du prêtre a signalé une découverte importante sur le terrain de l'Église, mais a admis ne pas avoir transmis l'information immédiatement. L'archevêque était occupé, et plus tard, cela a simplement été oublié. Malgré les protestations de la famille d'Elisa, toutes les charges contre l'Église ont été abandonnées. L'installation d'une plaque commémorative en l'honneur de Don Dominique, qui s'est avéré être impliqué dans la dissimulation de preuves importantes, a suscité une indignation particulière. Début novembre 2023, l'Église a repris ses activités et célébré son premier service. Les proches de Heather ont critiqué l'enquête italienne. Selon eux, une résolution rapide de l'affaire Elisa aurait pu empêcher les événements ultérieurs. Certains experts soulignent le mode opératoire particulier de l'auteur. Les incidents se sont produits le 12, pour Elisa le 12 septembre 1993, pour Heather le 12 novembre 2002. Des preuves caractéristiques ont été trouvées près des scènes de crime. Il existe une théorie sur l'implication de Restiva dans d'autres affaires non résolues. Les défenseurs d'Amar Ben-Git, condamné pour la disparition de Chono Oshin à Bournemouth, soupçonnent l'implication de Danilo dans cette affaire. Il vivait dans la région et les détails de l'incident présentent des caractéristiques similaires. Il est notable que l'affaire de la femme coréenne s'est également produite le 12 2002. Cependant, aucune preuve directe n'a été trouvée pour accuser Restiva. Les enquêteurs examinent sa possible implication dans la disparition de femmes dans plusieurs pays européens. L'affaire d'Erika Harman en Italie attire une attention particulière. Elle a disparu le 20 avril 2003 en se rendant au dîner de Pâques chez son petit ami. Des recherches avec le nom d'Erika ont été trouvées sur l'ordinateur de Restiva. Il suivait l'enquête de près, ce qui a éveillé les soupçons des autorités. Le sort d'Erika reste inconnu et les auteurs n'ont pas été identifiés.